Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission Club Média 7, l'émission qui passe, bien évidemment, au peigne fin, les faits saillants de l'actualité de la semaine écoulée avec des professionnels des médias en plateau. Je reçois ce dimanche Michel Aono, directeur de publication du quotidien Palmarès. Michel Aono, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Lénec, bonsoir. Bonsoir, c'est Gabin. Vous menez le combat de la valorisation de la carte de presse au Bénin. On en est où avec le dossier des cartes de presse qui sont toujours au niveau de la HAC? Non, je dirais que il y a deux aspects. Il y a le fait que nous attendons la délivrance de la carte de presse par la HAC. C'est la HAC qui délivre la carte de presse. C'est vrai qu'il y a une décision déjà qui... Il y a le fait que déjà les dossiers ont été étudiés, la liste des éligibles est disponible. Il reste à ce que la délivrance soit effective. Et sur ça, nous sommes rassurés par rapport à ce que les autorités de la HAC sont sensibles aux doléances, étant donné que nous sommes en train de traverser une période sensible. Et vous savez qu'en période électorale, les journalistes ont un grand rôle à jouer. Et donc, ils sont pour la plupart mobilisés sur le terrain. Certains pour faire du direct, certains pour faire des comptes rendus, certains pour faire des interviews et tout ça. Et vous savez que en cette période, les consignes de sécurité sont plus corsées. Et dans ces consignes de sécurité corsées, la seule pièce qui puisse permettre aux professionnels des médias, quand ils seront sur le terrain, d'avoir un traitement favorable, c'est la détention de la carte de presse. Donc, nous aurions souhaité, notre souhait est que la HAC puisse procéder à la délivrance de la carte avant l'ouverture de la campagne officielle. C'est notre souhait et nous pensons bien que les autorités de la HAC sont sensibles à cela et je crois bien que ça va se faire. Le deuxième aspect, c'est que par rapport aux autres actions que nous avons prévues, menées dans le cadre des avantages liés à la détention de la carte de presse, le contexte électoral ayant impliqué la plupart des institutions, nous pensons bien que nous serons en train d'observer à ce que les élections passent pour que les autorités à divers niveaux qui sont censées nous recevoir pour écouter puissent se rendre plus disponibles. Voilà. Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, habitué de ce plateau également. Vous êtes avec nous pour le décryptage de l'actualité de la semaine. Quels sont les faits qui ont été relayés par Le Matinal au cours de la semaine? Les sujets majeurs? Non, bien évidemment, le point d'orgue de l'actualité cette semaine, c'est la revalorisation des salaires. Cette nouvelle qui est intervenue comme un cadeau de Noël ou un cadeau de fin d'année pratiquement pour les travailleurs qui n'espéraient pas mieux. Ce sera d'ailleurs le plat de résistance de cette émission. Première rubrique de l'émission, la revue de presse hebdomadaire. Elle porte la signature de Marcel Arossi. Le gond du hautement social a résonné. Gratitude aux gouvernants. Ainsi rendait hommage, fraternité à Patrice Talon et toute son équipe. C'est promis et c'est fait, même si l'attente a été longue. Les travailleurs, dans leur plus grande majorité, ont des raisons de se réjouir en cette fin d'année civile. Les salaires sont revus à la hausse pour les agents de l'administration publique dès ce mois de décembre 2022. Une hausse dont l'incidence financière pour la première année, selon le quotidien de service public, est de 60 milliards de francs CFA. Il convient de signaler pour l'événement précis qu'elle produira ses effets sur les pensions de retraite, y compris les retraités actuels qui bénéficieront eux aussi des implications du relèvement du point indiciaire. Et à la suite des discussions avec le patronat, il a été retenu de fixer le salaire minimum interprofessionnel garanti à 52 000 francs CFA pour compter du 1er janvier 2023 contre 40 000 francs actuellement, soit une hausse de 30%. Mais tout cela n'est pas encore significatif pour Kassa Naini Mampo. Ce qu'on a obtenu comme revalorisation n'est pas significatif par rapport à la revalorisation de salaire politique. Mais il faut reconnaître que sans la pression, on n'aurait même pas obtenu le peu qu'on a eu. C'est l'appréciation du secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, relativement satisfait. Ce qui n'a pas marché pour Noël Chadaré, c'est que les retraités doivent se contenter de 3% du point indiciaire. C'est aussi insignifiant pour le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes. En dehors de cela, en ce qui concerne les travailleurs du secteur privé, nous avions dit qu'il fallait trouver un mécanisme pour amener les employeurs à relever les salaires des employés, étant donné qu'ils sont aussi des Béninois
et qu'ils sont assujettis au même pouvoir d'achat que ceux du secteur public. On n'a pas vu concrètement un mécanisme pour revoir les salaires des travailleurs du privé. Il faut rappeler que le chef de l'État a rejeté la hiérarchisation des salaires. Nous constatons donc que rien n'a été fait pour bousculer le patronat, a-t-il confié à la presse. Le Père Noël est descendu sans grand cadeau, estimé matin libre au matin de leur rencontre avec le chef de l'État. Les ombres de doute et d'incertitude sont quand même dissipées dans le rang des travailleurs béninois pour qui la revalorisation des salaires promise il y a bientôt un an par le gouvernement était pratiquement devenue un mirage, selon le matinal. Mais alors, revalorisation à visée électoraliste? Non et non, signe Abdoulaye Biotchane. Ce n'est pas une décision populiste. Cela n'a rien à voir avec les élections. C'est tout simplement une coïncidence. Mais c'est une bonne coïncidence. Merci à vous, cher Marcel Arossi. Juste après la revue, la deuxième rubrique de cette émission, 7 jours au Bénin. Michel Aonon, un cadeau de Noël pour les fonctionnaires béninois, même si le chef de l'État évoque une juste répartition de la richesse nationale, la revalorisation salariale est désormais chose effective. On retient notamment 3 dates, les 6, 7 et 8 décembre. Le 6 décembre, c'était la rencontre avec les partenaires sociaux. Le 7 décembre, le Conseil des ministres a statué sur la question. Et le 8 décembre, le chef de l'État s'est prononcé sur l'état de la nation en revenant de façon plus détaillée sur le sujet. Oui, bon, moi, je ne dirais pas qu'il s'agit d'un cadeau, puisque le chef de l'État même a dit dans son discours sur l'état de la nation qu'il ne s'agit pas d'un cadeau. Donc, ce n'est pas un cadeau, c'est un travail qui se fait depuis un certain temps. Il y a un titre qui a même dit que c'est le bout du tunnel. Parce qu'entre-temps, le gouvernement avait même donné rendez-vous aux partenaires sociaux courant novembre. Et voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'essentiel, il y a eu effectivement un relèvement du point initial, qu'il y a eu augmentation de salaire. Mais quand j'entends que ça va donner une implication financière de l'ordre de 60 milliards pour la première année, cela suppose que pour les années à venir, ça pourrait dépasser 60 milliards lorsqu'on tient compte des derniers recrutements que l'État, le gouvernement a lancés. Et il y en a qui sont en formation et quand ceux-là vont entrer en service, pour qui les actes seront prêts, c'est sûr que pour les 2-3 prochaines années, ça pourrait dépasser 60 milliards. Étant donné alors que le budget de l'État est voté en équilibre recettes et dépenses, il va falloir donc plus d'efforts de la part des régies financières de l'État pour que l'État puisse faire face à cette augmentation, c'est-à-dire c'est un engagement en fait. Donc il faut que l'État soit toujours en mesure de faire face à cet engagement pour les prochaines années, au cours desquelles il y aurait encore de légères augmentations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pli qui est fait là, on n'a plus le droit de reculer. Et le gouvernement est obligé, tenu maintenant donc, de travailler de manière à ce que cet engagement soit respecté pour la suite, même si entre-temps il devait y avoir augmentation. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a déjà la manifestation d'une volonté politique et c'est pour ça qu'il faut féliciter le gouvernement pour cet effort qui est fait dans le cadre. Donc ça rentre en ligne de compte déjà, je crois depuis 2 ans, il y a certains points qui faisaient l'objet de la plateforme revendicative de la plupart des centrales syndicales lors des dialogues avec le gouvernement. Donc je pense qu'il y a quand même des lignes qui ont bougé, des satisfactions qui ont été obtenues. Mais la seule chose qui me tient un peu à cœur, c'est ce qui concerne le secteur privé, parce que lorsque vous parlez d'augmentation du point initial, d'augmentation de salaire, on va aborder ce volet-là au cours du débat. Voilà. Gabin Goubi, les efforts sont plus prononcés en ce qui concerne les gains petits. Absolument, le chef de l'État a employé un thème que j'ai trouvé assez élégant pour décrire un peu cette option du gouvernement, parce que moi j'appelle ça option. Il a parlé de justice sociale. Justice sociale parce que pour lui, que ce soit ceux qui gagnent les salaires les plus significatifs, les plus élevés au sein donc, du secteur public comme du secteur privé, et nous allons tous au même marché, nous payons les produits au même prix.
vous savez, même si certains ont plus de marge de manœuvre que d'autres. Donc forcément, l'impact de la cherté de la vie est beaucoup plus prononcé chez celui qui gagne un salaire plus ou moins dérisoire que ceux qui sont quand même à un salaire des salaires beaucoup plus significatifs. Donc du coup, le gouvernement quand même a fait cette option-là et moi je pense que c'est une vision à saluer. D'ailleurs, les travailleurs ont trouvé toute la pertinence de ce choix fait par le gouvernement. Il s'agit, c'est vrai, d'une discrimination, mais c'est une discrimination rationnelle, si je peux le dire ainsi. Donc, du coup, les gagnent petits, ceux qui gagnent des salaires les plus modestes au sein de l'administration, bénéficieront de beaucoup plus d'augmentation que ceux qui sont en haut de l'échelle, si on peut le dire ainsi. Donc, cela impactera, encore que c'est ceux-là qui constituent la masse la plus importante, la majorité au sein de la fonction publique. Donc forcément, l'impact de cette revalorisation d'office est évidente. Pardon, l'impact c'est évident, puisque ceux-là sont forcément ceux qui ont des charges au sein de nos qui sont parmi nous, qui n'ont pas forcément les moyens d'aller se faire la part belle, aller fréquenter, n'est-ce pas, les gros coins pour s'offrir un peu le luxe qu'ils veulent. Désormais, donc, je pense qu'ils auront plus de marge de manœuvre et cela rentre dans la droite ligne des choses. Et comme Michel l'a dit, il ne s'agit pas d'un cas. Le chef de l'État l'a reconnu que malgré cet effort-là, les salaires ne sont pas ce qu'ils doivent être. Il y a encore beaucoup plus d'efforts à déployer pour permettre, n'est-ce pas, à tout le monde de pouvoir se faire quand même, de jouir pleinement des fruits de ces efforts. Michel Aono, les plus heureux, ce sont les enseignants aspirants. Ils bénéficient désormais d'11 mois de salaire sur 12 et avec la possibilité d'être reversés dans la fonction publique au bout de 3 ans pour ceux qui auront la chance de réussir au test d'évaluation. C'est très important et je pense que là aussi le gouvernement a fait un exploit, c'est un grand pas parce qu'ils étaient rémunérés à 9 mois sur 12 et donc sur les 3 mois de la période des vacances scolaires et on se demande mais de quoi ceux-là vont nourrir leur famille. C'est à croire que quand on est en vacances on ne mange pas, on ne paie pas l'électricité, on ne paie pas de l'eau, on ne paie pas de l'eau. Alors que sur toute l'année, vous payez le loyer, si vous êtes locataire, vous payez l'eau, l'électricité, les charges sont là. Donc, passer déjà de 9 mois à 11 mois, je pense que c'est quand même un effort de la part du gouvernement. Et je pense que progressivement, le gouvernement pourrait arriver à leur assurer, le chef de l'État là, toute l'année. Et donc, c'est un pas. Et puis, pour ceux qui ont réussi les différents tests, qui pourraient être reversés dans la fonction publique avec tout ce que cela implique de droit. Donc, c'est aussi une très grande avancée par rapport à la satisfaction. Qui connaît aussi une augmentation qui passe de 40 000 à 52 000 francs CFA. Absolument, et moi je veux compter sur surtout le secteur privé, les investisseurs, les membres du secteur privé à qui un plaidoyer, un appel a été fait pour respecter vraiment cela. Parce qu'il est bon de prendre des décisions, l'État aura beau prendre des engagements, mais le secteur privé également est concerné par ces décisions-là. Et vous savez, aujourd'hui, ceux qui consomment plus, les diplômés, ceux qui ceux qui travaillent, c'est beaucoup plus le secteur privé. Ça fait pratiquement plus de 80% de ceux qui sortent de nos universités, de nos centres de formation chaque année. Donc, si cette mesure aura plus d'effet, si véritablement elle impactait également le secteur privé que les membres du patronat, comme ils ont assisté, n'est-ce pas, aux échanges, s'ils faisaient véritablement d'efforts pour implémenter cela au niveau de leurs entreprises, de leurs salariés respectifs, ce serait important. Donc le SMIC, c'est 12 000 francs, beaucoup auraient suggéré. J'ai entendu Kassa Mampo, le secrétaire général de la CSTB, qui dit que c'est à demeure toujours insignifiant. Le chef de l'État l'a reconnu. Je pense que quand l'État aura plus de moyens, plus de marge de manœuvre, quelque chose pourra être fait dans ce sens pour relever à nouveau le SMIC, pourquoi pas aller jusqu'à 60%. Le patronat béninois est donc invité à épouser la dynamique en cours afin de contenter également les travailleurs du secteur privé. Je voudrais dire d'abord que si le gouvernement en est arrivé là, cela voudra dire qu'au regard donc de la mobilisation des ressources, le gouvernement a déjà vu que c'est possible de le faire. C'est pourquoi c'est fait. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui que les syndicats
parlait d'un certain point qui faisait partie de la revendicative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela a été étudié minutieusement et connaissant bien le président de la République, je sais que au regard donc des réformes qui ont été menées et du point de vue donc de l'assainissement des finances publiques et au regard donc de la mobilisation des ressources au niveau des régies financières, vous savez, la direction des impôts a été redynamisée totalement. Il vous est difficile aujourd'hui d'échapper au fisc. Il y a aussi la réforme qui a consisté à ce que quand il y a les élections, qui est délivrance de quitus fiscales, vous savez que dans la période de préparation des élections, la délivrance des quitus fiscaux permet à la direction aussi d'engranger beaucoup de ressources. Ça, on a oublié de faire la lumière sur ça, parce que tout ce qui a été mobilisé en quelques 3 semaines au niveau de la direction des impôts, c'est important. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire que si le président de la République n'avait pas eu l'idée de cette réforme, ça voudra dire que beaucoup de personnalités se cachaient sous la barrière politique et ne payaient pas leurs impôts et restaient devant l'État, et c'est eux qui votent les lois pour que les simples salariés, on puisse revoir l'IPTS et revoir et ceci. Donc je pense que tout ce qui est fait là a permis donc au gouvernement, en plus donc des réformes au niveau de l'assainissement des finances publiques, d'être sûr que c'est possible donc de faire face à un tel engagement. Et je vous dis qu'avant d'accepter un engagement pareil, ça veut dire que peut-être les finances publiques mobilisent plus. Parce qu'on ne peut pas mettre à la disposition des travailleurs seuls, les fonctionnaires de l'État, rien que, c'est-à-dire la totalité de tout ce dont l'État dispose, parce que, et c'est là où je voudrais en venir, les agents de l'État, les APE, ne représentent pas en somme la catégorie de tous les travailleurs, c'est-à-dire tous ceux qui participent à la mobilisation de la ressource nationale. Quand vous prenez les agents permanents de l'État, je doute fort que ça dépasse 500 000. Je doute fort. Alors, donc, il faut que l'acte qui est pris tienne compte de la classe ouvrière dans toute son entièreté, c'est-à-dire les autres catégories de travailleurs, y compris les travailleurs qui sont dans le secteur privé. Mais là où vous parlez du secteur privé, vous savez, quand vous êtes au niveau d'une structure d'État, votre patron, c'est l'État. Mais quand vous êtes dans le privé, votre patron, c'est une personne morale qui est régie par un statut, et il y a d'autres dispositions par rapport à cela. Est-ce que le secteur privé peut suivre la ligne du gouvernement à 100%? Parce que lorsque on dit qu'il y a un relèvement du SMIC à hauteur de 52 000, ça voudra dire qu'il faille maintenant revoir les déclarations au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale par rapport au salaire déclaré. Cela implique que même la simple domestique que vous voulez recruter aujourd'hui, si vous voulez faire les choses formellement, elle doit pouvoir gagner tout au bas mot 52 000. Quels sont les ménages aujourd'hui qui sont capables d'engager une domestique et de pouvoir payer 52 000? Point d'interrogation. Alors, les entreprises du secteur privé qui seront sollicitées, combien sont ces chefs d'entreprise qui sont déjà prêts, préparés, disposant des ressources nécessaires pour reprendre les déclarations à la CNSS sur la base du SMIC pour leurs employés? Alors, il y aura deux choses. À votre avis, oui. Il y aura deux choses. Soit ils procéderont techniquement à la décongestion du personnel pour pouvoir financièrement tenir ce qu'ils peuvent faire, soit ils ne respecteront pas l'engagement. Donc, à ce niveau, je pense que en arrière-plan, le gouvernement doit avoir une autre politique d'assistance, de conditions favorables aux entreprises pour leur permettre donc de faire face. Parce qu'en réalité, ceux qui sont dans le public, c'est un peu plus aisé parce que c'est l'État qui a pris la décision et c'est l'État qui est patron. Mais là-bas, l'entreprise privée doit d'abord pouvoir travailler, mobiliser la ressource à l'interne, faire face à ses engagements et pouvoir honorer ses engagements au plan des salaires et autres. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que le gouvernement doit maintenant voir quelle est la politique à adopter avec le secteur privé afin d'amener, même si ce n'est pas à 100%, la majorité à pouvoir s'aligner sur cette nouvelle mesure, peut-être créer des mesures incitatives pour assister les entreprises qui feront un effort dans le cadre du respect des lignes que le gouvernement vient de tracer. Que fait donc pour qu'il y ait une répercussion de cette mesure sur le secteur privé?
Non, c'est aller au-delà de l'appel, aller au-delà du simple appel, ou aller au-delà du plaidoyer qui est fait à l'endroit, n'est-ce pas, du patronat et des opérateurs privés. Le gouvernement, comme l'a dit le confrère Michel Aonon, doit œuvrer à créer des conditions qui permettent, n'est-ce pas, au secteur privé également de pouvoir tenir, de pouvoir s'inscrire également dans la ligne que le gouvernement a tracée, comme il a dit. Donc je pense que le gouvernement est dans cette dynamique. Un gouvernement a toujours prôné la promotion du secteur privé. Le gouvernement fait déjà assez d'efforts au niveau du fisc, au niveau de certaines facilités offertes au secteur privé, dans la création d'entreprises, dans la facilitation, n'est-ce pas, de leurs activités, avec la politique d'industrialisation mise en place. Si je prends par exemple la GDIZ, où on fait appel de Glodjigbe, où on veut vraiment promouvoir l'industrialisation, l'investissement privé pour pouvoir quand même consommer un peu ceux-là qui sortent, qui font face au chômage, qui n'ont pas un emploi stable ou bien rémunéré. Donc j'estime que le gouvernement doit pouvoir comment agir sur ces leviers. Le chef de l'État, je pense qu'il faut lui faire confiance sur ce plan-là. Il est un acteur de la société civile, même si aujourd'hui il n'est plus officiellement opérateur économique avec ses charges de président de la République. Mais je sais qu'il a quand même les manettes. Il détient agir. Les armes de la négociation. Il peut agir sur les leviers. Le patronat, l'instance fêtière des opérateurs publics du secteur privé, saura également agir. Je pense qu'ils ont assisté, n'est-ce pas, à tout le processus, ils ont été associés à tout le processus qui a abouti, n'est-ce pas, à la prise de cette batterie de mesures au profit des fonctionnaires. Et c'est dans leur intérêt également d'implémenter ça au niveau de leurs entreprises respectives, de veiller à ce que des millions d'employés qui sont avec eux puissent en jouir également. Parce que sans cela, je pense que l'impact ne serait que parcellaire. Oui. C'est rien que ceux du secteur public qui vont en bénéficier, alors que la grande masse de travailleurs qu'on a aujourd'hui au Bénin se retrouve surtout dans le secteur privé. Michel Aonon, ce que je voulais compléter, c'est 30 secondes pour ce que je voulais compléter, c'est important, c'est que quand vous vous rendez au marché, les prix des produits sont fixés pour tout le monde de la même manière. On ne fait pas distinguo. L'agent permanent de l'État n'achète pas à un prix et puis celui qui est dans le privé, il achète à un autre prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif du président de la République, et il l'a dit dans son discours, en réalité, pour que l'impact soit réel et de façon globale, il faut forcément que le secteur privé s'y implique et applique. Maintenant, comment le secteur privé va s'y impliquer, ça, ce sera peut-être dans les négociations entre le patronat et le gouvernement, de manière à ce que les employés qui sont dans le secteur privé puissent aussi, quand ils vont se rendre au marché, aussi aisément remarquent aussi l'impact de ce qui est fait aux Béninois qui sont dans le service public de la même manière par rapport au pouvoir d'achat. On revient au secteur public avec le clin d'œil qui est fait aux retraités. L'augmentation du point indiciaire aura également une incidence positive sur les pensions. Oui, ça aussi, c'est un bon engagement de la part du gouvernement. Et je pense que pour la catégorie des retraités aussi, ce n'est pas une catégorie négligeable non plus. Donc, cela a été bien concernant les mesures sociales que le gouvernement ait pensé aussi à ceux qui ont rendu service à la nation pendant 30 ans, même certains plus, et qui sont au repos, mais qui ont aussi besoin vraiment de vivre. Des gens qui semblent souvent être ignorés. Oui, ils ont besoin aussi de vivre décemment. C'est bien d'avoir pensé à eux. C'est bien d'avoir pensé à eux parce que d'une manière ou d'une autre, c'est eux qui ont participé à la création des conditions qui aujourd'hui permettent d'atteindre certaines performances au niveau de l'administration. C'est une façon de leur retourner également à l'ascenseur. C'est vrai qu'on dit 3% parce qu'ils ne bénéficient pas de l'augmentation, des augmentations. Non, ils n'ont plus de salaire. Donc voilà, donc ils ne sont pas sur salaire, ils n'ont que la réévaluation du point indiciaire, même si le syndicaliste Kassam Emploi a trouvé ça un peu insignifiant. Mais un plus par rapport à ce que vous gagnez, c'est déjà important. Et je pense que c'est très bien d'avoir pensé à cela également. 1000 milliards pour le social en ce qui concerne le budget général de l'État, 6 2023. Le chef de l'État qui promettait en début du second mandat
Le hautement social, nous y sommes? Oui, je suis en train de voir qu'il y a une ligne que le gouvernement est en train de suivre et qu'à l'entame du second mandat, lorsque le président parlait du hautement social, c'est tout ce qui se préparait là qu'il y mettait. Bon, comme nous, on n'était pas avec lui, on ne peut pas savoir. Donc, il avait son agenda. Il avait son agenda. Donc, je pense que ça se déroule bien. Maintenant, pour ce qui concerne le budget de 2023, on attend de voir, parce que ça, c'est un projet de budget. Il se peut que pour des raisons de contingence, par la suite, qu'il y ait des choses qui soient modifiées. Parce qu'un budget n'est jamais définitif. Ça dépend de comment, si en début d'année, si on interroge les régies financières et on trouve que c'est bon, mais si entre-temps il y a des problèmes par endroit, le gouvernement a toujours les outils qu'il faut pour ajuster les choses, soit faire un collectif budgétaire ou voilà, le gouvernement a les moyens de revoir les choses. Mais pour ce qu'on peut retenir par rapport au projet de budget qui est voté, je pense que tout ce qui est prévu là-dedans permet aussi vraiment au gouvernement d'agir sur le plan social. Le hautement social prend de plus en plus corps? Non, ça n'a pas commencé maintenant. Moi, je me tourne de ce que certains disent que c'est maintenant le hautement social. Ça dit c'est passé à une phase de concrétisation, c'est le concret désormais. Sinon, le gouvernement fait quand même beaucoup d'efforts. Depuis que le chef de l'État a formellement martelé cet engagement-là le 23 mai 2021, où il prêtait serment pour entrer officiellement dans son second quinquennat. Beaucoup d'actions sont quand même faites. Moi, j'ai vu par exemple le gouvernement débourser, même si ce n'est pas exclusivement ça, beaucoup d'argent pour soulager un peu les entreprises qui étaient impactées qui ont subi les effets de la Covid-19. Si on veut augmenter aujourd'hui l'ardoise de la fourchette du microcrédit, passer de 50 000 à 100 000, je pense que c'est des rubriques à inscrire sur le volet social. Et c'est l'assurance maladie où les pauvres extrêmes, il y a 57 communes où le chef de l'État l'a dit hier dans son discours, 57 communes aujourd'hui où les populations bénéficient de la gratuité au niveau de l'assurance maladie et qui sera généralisée déjà l'année prochaine. Moi, je pense que c'est des critères, des éléments qui permettent d'apprécier un peu la vocation du gouvernement à véritablement faire du social. C'est vrai que ceci est une mesure historique parce que jamais les travailleurs n'ont bénéficié de ça. Et j'ai suivi même l'ancien syndicaliste, l'ancien secrétaire général de la CSTB, Paul Essay-Ico, sur un plateau de télévision, dire que c'est le combat qu'ils ont mené tout le temps. Et que ce qui est en train d'être promis, ce qui est annoncé là, et si vraiment c'était respecté, et cela sera le cas, que c'est une mesure vraiment historique. Que, franchement, ça dépasse l'entendement et c'est une adouane de 60 milliards. J'ai lu Michel tout à l'heure se plaindre un peu de ce que est-ce que le gouvernement pourra honorer ses engagements. Effectivement, pour la première année, c'est plus de 60 milliards. Et c'est dit dans le Conseil des ministres que pour les années à suivre, effectivement, compte tenu des mouvements qu'il y a au sein de la fonction publique, compte tenu de l'actualisation, parce que les gens vont évoluer en grade, vont évoluer en échelon et autres, tout ça implique des financements supplémentaires. Et je pense que le gouvernement est en mesure d'honorer ses engagements, en tout cas pour un gouvernement qui nous a habitués à faire ces choses avec la méthode avec précaution. Je pense que tous ces paramètres-là ont été étudiés. Et déjà, le jeudi dernier, lors de son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État a dit que les équilibres macroéconomiques sont respectés et que l'engagement qui vient d'être pris par le gouvernement ne va pas mettre en péril ou mettre en difficulté la dynamique de développement qui est impulsée à l'État. Donc les infrastructures continueront d'être construites, d'être érigées sur l'ensemble du territoire national. Donc il n'y aura pas d'impact. Donc les travailleurs n'ont rien à craindre par rapport au respect de ces mesures-là. Et ce n'est pas, d'ailleurs, une bonne chose pour l'image de ce gouvernement-là qui a encore 3 années à faire. Et cela doit permettre de savoir que si le chef de l'État jamais n'arrivait pas à honorer ses engagements à un moment donné, je pense qu'il aurait mis en péril, en doute, la crédibilité même de la parole de l'autorité publique. Donc, j'estime, pour quelqu'un quand même qui sait faire ces choses avec la méthode, avec rigueur, qu'il n'y aura pas de plainte à avoir par rapport au respect de ces mesures. On note quand même un respect de l'engagement, un respect de la parole donnée au niveau du président de la République. Non, moi je ne voudrais même pas qu'on parle du président de la République. Parce que ce qui est fait là, c'est l'État qui s'engage. Ce n'est pas Patrice Talon qui s'engage.
C'est même l'État si c'est qui lui qui s'engage. impulse la Donc, dynamique. même si demain... Ça a été fait sous Patrice Talon. Oui. Les choses se font toujours sous quelqu'un. Donc, c'est une manière de dire que... Faut pas personnaliser. Si demain, Patrice Talon n'est plus président de la République, un président de la République ne peut plus venir pour casser ce qui est fait là. Il aura les travailleurs au dos. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les acquis sociaux. C'est ça. Ça voudra dire quoi? Si quelqu'un vient après Patrice Talon, il ne peut plus ramener le point d'indice à moins de 3% et ramener le SMIC à 40 000. C'est impossible. Il ne peut pas. Ou il laisse ça tel que Talon l'a laissé, ou il fait plus que Talon. C'est pourquoi c'est déjà bien que le président Talon ait amené à ce point. Si quelqu'un vient, il continue ou il laisse tel que c'est s'il est incapable de faire plus. Donc c'est pour dire que cette dynamique nécessite de gros efforts de mobilisation de ressources pour un pays où tout est basé sur le fiscal. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il faut une sensibilisation vis-à-vis des populations, vis-à-vis des opérateurs économiques, vis-à-vis des travailleurs, que payer ces impôts permet effectivement au gouvernement de faire face à ses engagements. Donc, les contribuables comprennent de mieux en mieux que, en donnant leur contribution, que leur contribution permet effectivement d'exécuter des projets, de faire des actions dans l'intérêt du plus grand nombre. Et ceci, c'est déterminant, c'est important. Et je trouve que le gouvernement a bien fait vraiment de tracer tout ceci. Donc, au-delà du président Patrice Talon, c'est l'État qui s'est engagé parce que vous savez, lorsqu'on va, les actes administratifs subséquents seront pris, les fonctionnaires pourront solliciter des prêts au niveau de leur banque et les banques acceptent mettre les prêts en place parce qu'ils sont agents permanents de l'État et l'État a une garantie. Voilà. Donc, c'est l'État qui s'engage. Donc, c'est très important. Je pense que pour l'avenir, Dieu fera aussi qu'il y ait vraiment la force qu'il faut et que le gouvernement soit soutenu dans cette initiative pour maintenir les choses comme ça, pour que lorsque les ressources sont mobilisées, qu'il y ait vraiment une justice sociale, comme le chef de l'État l'a dit, pour que chacun puisse sentir un peu du fruit de l'effort que nous fournissons. Parfois, on se dit que c'est ceux qui sont au gouvernement qui ont beaucoup d'argent, c'est eux qui doivent s'arranger pour que nous on puisse manger à notre faim. On se dit que celui qui est au gouvernement, lui, doit s'arranger pour que nous soyons capables de payer nos loyers ou bien de payer nos impôts. Il y a un certain nombre d'illusions que le citoyen ordinaire se fait, mais en réalité, ceux qui sont aux affaires sont au service du plus grand nombre, parce que ceux qui sont aux affaires ne peuvent pas être plus nombreux que ceux pour qui on rend les services. C'est pourquoi je trouve déjà important que le gouvernement prenne des mesures qui doivent avoir un impact réel sur la majorité. C'est ça qui est très important. C'est important. Donc, si le gouvernement arrive à travailler de commun accord avec le secteur privé de manière à ce que les mesures là soient implémentées aussi au secteur privé, que par exemple au niveau des déclarations à la Caisse nationale de sécurité sociale pour tenir compte du SMIC qui est désormais à 52%, vous savez désormais que s'il faut changer tout ça, c'est que les méthodes de calcul vont changer et puis ça implique encore plus d'impôts. L'impôt que le patron doit payer, par exemple, le salaire, si c'était à 40 000 ce qu'il paye, il va payer plus. Oui, maintenant, le privé qui veut s'engager dans ça, quelles sont les mesures pour l'accompagner? Parce que s'il ne peut pas faire face, soit il décongestionne le personnel, alors que nous voulons que les gens soient maintenus. On ne va pas souhaiter ça. On ne souhaite pas ça. Donc c'est juste pour attirer l'attention de ce que le gouvernement saura comment travailler avec le patronat, le secteur privé, de manière à ce que cela puisse avoir un impact de ce côté-là aussi. Et là, ça va impacter le plus grand nombre de travailleurs. Parce que quand on dit les travailleurs, ce n'est pas seulement les fonctionnaires. Quand on dit les travailleurs, c'est toute la classe ouvrière. Et les fonctionnaires représentent une infime partie. Ça, il faut le préciser. Parce que il y a l'illusion qu'on se fait, comme on voit les syndicats ou bien les centrales syndicales, quand ils parlent, les gens croient que c'est les agents permanents de l'État qui sont les travailleurs. Non. Les agents permanents de l'État ne sont même pas nombreux par rapport à toute la classe ouvrière de tous ceux qui travaillent pour la construction de la richesse, ceux qui sont dans le secteur privé, les producteurs et tout ça. Donc, il faut en tenir compte et que ça ne soit pas seulement les fonctionnaires qui bénéficient du relèvement du point d'indice, qui bénéficient d'une augmentation de salaire et puis ça va s'arrêter là. Si le gouvernement fait vraiment de manière à ce que ça soit implémenté au niveau du secteur privé de toute la classe ouvrière, ça va être très bien et l'impact serait même plus visible.
Un pas de géant a été franchi. Il faudra travailler sans relâche pour la consolidation des acquis. Absolument, le chef de l'État a affiché un optimisme par rapport à cela. Il dit que ce qui vient d'être rétribué aux travailleurs, c'est le fruit de nos efforts collectifs, c'est le fruit, n'est-ce pas, des sacrifices qu'on a collectivement consentis depuis le premier mandat. Vous savez que c'est un régime qui essuie assez de critiques par rapport à son au fait de ne pas se préoccuper trop du volet social. Et tout au long du premier mandat, beaucoup ont été particulièrement éprouvés par cette politique de serrage de ceinture où on se dit, ben voilà, un gouvernement qui vient, on installe un nouvel ordre économique, il faut se sacrifier, alors que les populations étaient habituées à un train de vie, à certaines manières, n'est-ce pas, de voir les résultats sont là. Aujourd'hui, ce n'est que justice, c'est le fruit de ces sacrifices qui ont été consentis. Bon, le gouvernement a déjà imprimer une dynamique à l'administration publique. Moi, je n'ai pas de doute à ce que les choses iront dans ce sens-là. Parce que si le gouvernement est arrivé jusqu'à aujourd'hui consentir cet investissement au profit des travailleurs en dépit du contexte que nous vivons, où il y a la crise russo-ukrainienne qui éprouve assez d'économie au niveau des continents et dont notre pays a subi de plein fouet les effets. Il y a la pandémie de Covid-19 qui est toujours menaçante. Vous avez vu la dernière fois en France, il y a encore des cas qui ont été décelés. Aujourd'hui où nous ne sommes pas forcément à l'abri du phénomène du terrorisme, où les attaques terroristes sont monnaie courante, où le gouvernement a été obligé de débloquer là également pas moins de 80 milliards pour juguler, n'est-ce pas, ces attaques qui perturbent un peu la quiétude des populations. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, non seulement pour maintenir cette dynamique-là, mais aussi pour honorer les engagements. Parce que c'est le plus important. Le gouvernement aurait donné raison aux travailleurs qui pensent aujourd'hui à tort ou à raison que ces mesures-là ont une vision assez populiste, même si le ministre du Développement, Abdoulaye Biachare, l'a démenti au cours d'une conférence de presse. On ne peut pas empêcher les gens de voir à travers cette décision-là des velléités politiques, parce que nous sommes à quelques encablures des élections. C'est peut-être une coïncidence, et je veux bien croire que c'est cela, raison pour laquelle le gouvernement doit œuvrer à ce que cette décision, ces mesures-là, puissent tenir dans la durée. Le décryptage à présent de l'actualité ayant un caractère d'extranéité, c'est dans la rubrique Interactu. Trois jours de grève générale en Iran cette semaine, Michel Aonon. C'est une mobilisation inédite qui paralyse pratiquement tout le pays et pour cause l'arrestation et la mort de Mahsa Amini le 13 septembre dernier. Cela remet sur le tapis l'éternelle question du port du voile, l'obligation du port du voile. Non, je vous dirais que, vous avez dit en Iran, l'Iran c'est l'islam ou rien. Et puis, il y a un long débat sulfureux depuis des années par rapport au port de voile intégral. Vous savez, le voile intégral dans les États islamiques, ça pose un problème, c'est-à-dire on se dit que ça pose un problème de sécurité parce que ça ne permet pas d'identifier la personne. Ce qu'on appelle voile intégral, lorsque quelqu'un met le voile intégral, vous le rencontrez, vous ne pouvez pas le dévisager. Donc ça pose un problème de sécurité. Donc il y a certains États qui, pour des raisons de sécurité, disent qu'on ne doit pas mettre le voile intégral. Mais dans le même État qui dit ça, c'est qu'il y a des gens qui sont des fanatiques, des intégristes religieux. C'est-à-dire les conservateurs, c'est-à-dire quand on dit voile intégral, là, rien ne doit, on le doit. Donc, face à ça, il y a un problème. Je pense qu'il faut un dialogue. Puisque en réalité, c'est un État islamique. Et le problème qui se pose pour le problème de voile intégral, qui est aussi partie intégrante de la pratique. Et je pense que ce dialogue de la culture religieuse, donc il faut qu'il y ait un dialogue pour trouver le juste milieu. Sinon, 3 jours de grève, rien que pour ça, d'autres actions peuvent se mener pour ça. Et l'objet de la grève, tel que c'est défini là, c'est que si on doit tenir compte des motifs, c'est qu'on se demande comment on peut déclencher un mouvement de grève rien que parce qu'on a arrêté quelqu'un à cause de voile intégral qui est décédé par la suite. Qui est décédé par la suite. Et c'est surtout la jeunesse qui se rebelle. Le fait que la personne soit décédée par la suite, peut-être que c'est ça qui a peut-être
heurter les sensibilités, sinon si c'était arrêté à une simple arrestation, c'est que bon, après les pourparlers, on pouvait le mettre en liberté. Mais si la personne en arrive à décéder, donc c'est ça qui a peut-être suscité ce mouvement. Je pense que le gouvernement saura ouvrir le dialogue pour que mais c'est un épineux problème dans certains États islamiques par le problème de voile intégral. Et il n'y a que depuis un certain nombre d'années, face à ce sujet précis, il y a une poussée de l'intégrisme religieux qu'il faut maîtriser. Vous allez voir que ce sont les intégristes et les extrémistes qui tiennent beaucoup. Ce ne sont même pas les conservateurs. Les conservateurs écoutent même s'ils ne veulent pas accepter. Mais les fanatiques ne veulent rien entendre de la pratique. Ils sont radicaux. C'est des radicaux. Et c'est ça le vrai problème. Maintenant, bon, face à ça et face au réel problème de sécurité qui se pose aujourd'hui, comment faire pour trouver le juste milieu? Je pense que les autorités, ils vont réfléchir pour trouver la solution. Continuer à imposer le port intégral de voile en plein 21e siècle? Oui, moi je pense qu'il faut dire que cette question ou cette affaire-là pose un peu le problème de nos pratiques religieuses aujourd'hui. Ça remet sur le tapis la question de la mise en œuvre des préceptes religieux, des pratiques, des concepts de nos religions. Aujourd'hui, il faut adapter un peu nos pratiques aux réalités contemporaines. Parce que je pense que sans ça, on ne peut pas forcément comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est devenu un problème d'État. C'est devenu un problème d'État parce qu'il y a eu mort de cette jeune fille de 22 ans suite, n'est-ce pas, à son interpellation par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, ça se tire dessus. On déplore déjà plus de 300 morts dans les heurts qu'il y a eu. Beaucoup de boutiques ont fermé. J'ai entendu parler d'une 50aine. Et le pouvoir est véritablement éprouvé. Le pouvoir aujourd'hui tient sur un fil. Ça peut couler du jour au lendemain. La population est outrée. Je pense qu'il faut analyser également cette situation-là sous cet angle-là. C'est-à-dire, la religion, c'est vrai, des principes ont été établis depuis des temps immémoriaux, depuis de longues années. Est-ce que ça répond aujourd'hui à nos contextes, à la modernisation, à la mondialisation? C'est-à-dire, il y a tout ça qu'il faut voir. Est-ce qu'il faut continuer à porter le voile de façon intégrale, de façon voilée, comme cela se dit, avec tout l'état des lieux, les problèmes que Michel a évoqués? Je pense qu'aujourd'hui, on doit intégrer tout ça pour voir si réellement, tel qu'on défère au Coran ou à la charia, est-ce que cela répond aux prescriptions ou aux dispositions du monde contemporain? Je crois que tout le problème est là. C'est des musulmans aujourd'hui qui manifestent. Non pas forcément parce qu'une fille est décédée, mais parce qu'ils veulent induire un changement de comportement au niveau même du respect de certains principes de l'islam. La tension monte sur les réseaux sociaux, il y a tellement de commentaires, ça commence comme ça, un printemps arabe à gestation. Je pense qu'il faut travailler à maîtriser ça. Parce que ça fait plus de 80 jours que ça dure. Oui, il faut travailler à maîtriser ça. Et ce que moi je voudrais dire, c'est que, vous savez, les pratiques religieuses, quand je laisse par exemple l'islam et que je prends le christianisme, quand Jésus était sur terre, Jésus n'a jamais pris de voiture, Jésus n'a jamais pris d'avion. Mais les pasteurs, les prêtres aujourd'hui, ils prennent avion, ils prennent voiture. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Ils ne prennent pas chameau comme Jésus, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus chameau. Donc il faut considérer que, à mesure qu'on avance dans le temps, les choses peuvent changer tout en gardant sa foi. Si aujourd'hui, je pense que dans un État qui a des problèmes de sécurité, je pense que refuser le voile intégral, ce n'est pas encore une mesure trop dépassée des autorités. Maintenant, il se fait que dans la foulée, c'est qu'il y a des fanatiques, des gens qui ne veulent rien comprendre. Et tout ça, c'est le dogme qui fait ça. Et il faut travailler à maîtriser cela et calmer les foyers de tension et faire comprendre. Il faut beaucoup de sensibilisation et expliquer
les raisons pour lesquelles... Je pense que les autorités ont trouvé le moyen maintenant de bien communiquer sur les raisons des actes qu'ils posent par rapport à ce sujet qui peut progressivement comme ça prendre une ampleur inimaginable. Parce que les sujets qui concernent les religions déclenchent très facilement la guerre. Je pense qu'on ne va pas en arriver là. On ne va pas en arriver là. Bouclons à présent la boucle avec la dernière rubrique de cette émission, les potins de la toile. Gabin Goubi, l'information a fait le tour de la toile cette semaine. C'est un pasteur béninois qui a été condamné à 20 ans de prison pour viol et abus de confiance. Plusieurs victimes sur la liste de l'homme de Dieu. Vraiment, c'est des déviances sociales, c'est des choses auxquelles nous assistons malheureusement au niveau de certains hommes de Dieu, de faux pasteurs, j'ose le dire ainsi. A rappelé qu'il a été incarcéré depuis juillet dernier. Voilà, c'est quelqu'un qui il a écopé d'une lourde peine. Il paraît qu'il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup de femmes sont rentrées dans son piège. Il a eu non consentant. Non consentant, voilà. Il a même promis à certaines femmes, je ne sais pas ce problème du passé avec les femmes justement, il a pris de l'argent pour leur faire des promesses d'achat des parcelles fictives. Il n'a pas honoré cela. Donc je pense que ça repose un peu le problème de la dévotion ou bien du penchant délibéré que nous vouons à certains hommes de Dieu. Nos populations sont un peu ont cette inclinaison-là vers la facilité, où on sait que le discours qu'il faut pour appâter les gens aujourd'hui, c'est ce discours d'homme de Dieu. Il faut s'imposer, il faut trouver la formule, n'est-ce pas, pour montrer... pour trouver toute la philosophie, pour appâter les gens, pour les mettre en confiance, tout ça. Alors que dans tout ce qui circule, tout ce que nous avons aujourd'hui comme floraison de confession religieuse, il n'y a pas que l'Eldorado, il n'y a pas que la vérité là. Et ces femmes qui ont été victimes l'ont appris à leur dépens. Je pense qu'aujourd'hui, ce problème-là, au-delà même de ce que nous vivons dans nos sociétés, interpelle le gouvernement. Parfois, j'estime même qu'il faut faire entorse au principe de la laïcité de l'État pour aller encadrer certaines choses, parce qu'il y a assez de provocations aujourd'hui au niveau de nos populations. Les hommes de Dieu, on sait que c'est des lieux où, a priori, des gens il y a un regroupement d'un certain nombre de personnes, et ça dit c'est toute une équipe qui est montée. On ne compte plus aujourd'hui le nombre de pasteurs qui sont passés devant les tribunaux pour répondre de tels actes ou de tels actes. Franchement, ça devient vraiment inquiétant. C'est le cas qui a été détecté. Peut-être il y en a des centaines d'autres qui sont tapis au sein de nos sociétés. La dernière fois, vous avez vu ce qui s'est passé à Savalou. Vous avez vu des cas d'autres pasteurs qu'on a connus. Franchement, ça devient un peu trop. Il faut que l'État, face à cela, le ministre de l'Intérieur surtout, prenne ses responsabilités. Des victimes de viol en série, un cas de dérive dans l'Église. Bon, a priori, quand on dit homme de Dieu, a priori, quand on parle d'église, a priori, on se dit que c'est là où la vertu est pratiquée, c'est là où, bon, tout doit être dans les normes. C'est ce qu'on se dit. Mais il faut comprendre que, à l'ère de la modernité, il y a beaucoup de déviance. Et puis, des cas comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. J'ai pas envie de vous citer par exemple les scandales du Vatican concernant certains prêtres, le rapport qui a été rendu, les excuses du pape, et puis au niveau des églises qui foisonnent là, ici, un peu par là et tout. Et puis ça pose un problème. Que faire pour arrêter la ça pose un problème. Comment les gens deviennent pasteurs? Parce que moi, je constate seulement qu'une église n'est quelque part, puis quelqu'un, il devient pasteur. On ne sait pas comment les gens deviennent pasteurs, par exemple. Bon, tout au moins pour l'église catholique, on sait que pour devenir prêtre, il faut aller au séminaire, on connaît le cursus. Mais pour les pasteurs, on ne sait pas comment les gens deviennent pasteurs. Il faut que les gens viennent communiquer pour expliquer comment ça se passe pour que les gens deviennent pasteurs. Maintenant, l'autre aspect, c'est que c'est un problème de moralité. Parce que vous avez dit viol en série. Ça veut dire qu'il en a fait une machine. Et ça dénote aussi du fait que bon, les populations croient aussi facilement à cette chose. Il y a aussi l'illettrisme. L'illettrisme, tout ça. Et puis on leur fait miroiter des choses. C'est-à-dire, bon, on voit en lui comme étant bon, celui qui va signer un décret pour que sa vie change.
ainsi de suite. Alors que, bon, pour que ta vie change, ça ne dépend pas d'un pasteur, hein. Ça ne dépend pas du pasteur. Je pense que Dieu est en chacun de nous. Et puis la foi, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on dit là. Ça, c'est ma conviction personnelle. Et puis, vous allez voir, ce n'est pas seulement au niveau des églises, hein. Il y a aussi des gens qui se font appeler maîtres ou bien bocones, des histoires comme ça, qui ont développé une forte capacité de communication en ces temps-ci et qui ramassent beaucoup de l'argent auprès des populations qui n'en ont même pas. Il y a même des gens qui contractent des prêts pour aller faire ces genres de pratiques parce qu'on leur fait croire que c'est avec ça qu'ils vont bien rentrer dans la nouvelle année, que tout va disparaître et qu'ils n'auront aucun problème. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils font ça en décembre. Mais en décembre de l'autre année, ils reviennent encore, ils font. Ce qui veut dire qu'en réalité, le problème pour lequel il a souffert n'a pas marché. Mais on a trouvé des arguments pour le convaincre pour qu'il le fasse toujours. Je pense que c'est des choses que maintenant, il ne faut plus dire église, il faut que l'État rentre dedans pour encadrer et voir dedans comment ça se passe. Parce que dans ces affaires-là, il y a beaucoup d'arnaques qui se fait. Et puis bon, c'est on est à la barbe des autorités parce que bon, c'est église, parce que c'est pasteur, parce que c'est église, parce que c'est prêtre, parce que c'est église, c'est si. Non, je pense que la direction des affaires intérieures au ministère de l'Intérieur de la Sécurité se pencher sur la veille question. aussi à la régularité d'abord de l'implantation des confessions religieuses, mais aussi à la bonne pratique. Michel Aono, nous sommes tenus par le temps. Nous sommes tenus par le temps. Nous allons finir avec ce dernier sujet. C'est important. On ne peut pas découvrir à l'église ce qu'on peut découvrir à Djongé ou à Zongo. Ce sera donc tout pour l'émission de ce dimanche. Je le rappelle, je vous ai reçu. Michel Aono, directeur de publication du quotidien Palmarès. Merci. Merci, cher confrère. Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci pour le décryptage. Merci, c'est un plaisir. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. Bonsoir chez vous.